Alors après, on est un petit groupe, c'est vrai, un petit groupe international. Depuis notre création en 2008, je suis obligé de regarder pour avoir la date parce que ça passe, en 2008 en Espagne, on s'est développé dans 5 autres pays en Europe, donc forcément la Belgique, sinon on ne serait pas là, France, Italie, Pologne et plus récemment Allemagne. Alors, dans la salle, il y a des gens qui connaissent Fiabilis, d'autres qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, je vais faire juste un petit tour du propriétaire en quelques mots. Étant français, c'est peut-être difficile pour moi, mais néanmoins. Donc, la première chose à retenir, c'est que Fiabilis, on n'est absolument pas des cost killers. On n'intervient pas en one shot, on n'est pas là juste pour couper des coûts, on est vraiment des experts sur la thématique de législation sociale et toutes les charges indirectes qui portent sur le coût du travail et sur les travailleurs. On est vraiment des experts, on est leader de cette niche-là. Alors, vous me direz, c'est facile d'être leader d'une niche où on est les seuls, mais parfois il faut être le seul sur une niche pour pouvoir apporter de la valeur. Et donc, c'est ce qu'on fait à nos clients, auprès de nos clients, sur un mode où on ne se rémunère quasiment pas à l'heure ou à la journée de travail, on se rémunère vraiment sur le résultat de nos clients, sur ce qu'on leur apporte comme valeur ajoutée, valeur additionnelle, que ce soit des économies, des remboursements, de la gestion du risque pour eux, mais c'est toujours lié à ce que nos clients vont obtenir. Et ce modèle-là, finalement, il infuse toutes nos équipes, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient marketing et surtout consulting. On est vraiment proche de nos clients, quels que soient les pays. Et donc, dans le deuxième point qu'on voulait me faire souligner pour dire qui est Fiabilis, en disant cette année, on atteint le seuil des 15 millions d'euros de revenus, qui est un seuil assez important dans le secteur du conseil, pour commencer à exister au niveau global et à être visible. Mais pour moi, ce n'est pas ce 15 millions-là qui a du sens. C'est en fait derrière un autre chiffre. C'est un chiffre qu'on peut comprendre entre 75 et 80 millions d'euros d'économies, d'aides, de dispositifs qu'on gère et qu'on optimise et qu'on sécurise pour nos clients tout au long de l'année. C'est ça la véritable valeur et le vrai chiffre à retenir. Ce n'est pas ce 15-là, c'est 75-80 où vraiment on voit la valeur apportée à nos clients. Alors après, on est un petit groupe, c'est vrai, un petit groupe international. Depuis notre création en 2008, je suis obligé de regarder pour avoir la date parce que ça passe, en 2008 en Espagne, on s'est développé dans 5 autres pays en Europe, donc forcément la Belgique, sinon on ne serait pas là, France, Italie, Pologne et plus récemment Allemagne, et aussi en Amérique latine, donc au Chili et au Brésil, emmenés dans les bagages de nos grands comptes espagnols. Pourquoi on est parti d'Espagne? Tout simplement parce qu'en fait, quand on a voulu lancer notre service de niche, que d'autres n'avaient pas imaginé, il fallait qu'on trouve des clients. Et finalement, quand on essaye d'apporter un service d'optimisation ou de gestion du risque, il faut qu'on ait en face de nous des sociétés qui ont envie de l'acheter ou qui n'ont rien à perdre à essayer, puisque de toute façon, si on leur apporte rien, on leur coûte rien. Et l'Espagne, à ce moment-là, était en pleine crise des subprimes. Alors effectivement, aujourd'hui, on a connu récemment, on connaît toujours la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid qui nous a tous marqués professionnellement et personnellement très fort. Donc la crise des subprimes 2008, ça paraît lointain, une crise financière, effectivement. La réalité, c'est que ça touchait le secteur immobilier. En Espagne, plus du tiers du PIB était sur l'immobilier. Donc, quand elle est arrivée en Espagne, cette crise a fait très mal. Et donc, ça nous a permis d'avoir des premiers contacts et des entreprises qui n'avaient rien à perdre et qui nous ont fait confiance et qui nous ont ouvert leurs livres de paix, leurs déclarations sociales, notamment. Et ça nous a donné finalement un terrain de jeu pour développer nos savoirs, développer nos expertises, nos outils. Et finalement, ça nous a permis de trouver des idées et après, d'essayer d'exporter ce concept-là dans les autres pays. Et aujourd'hui, l'intérêt d'être présent dans plusieurs pays, alors on a des petits bureaux, on a toujours fait le choix d'aller à l'international plutôt que se développer de manière importante dans un ou deux pays.
Pourquoi? Parce que déjà, ça stabilise un peu notre groupe, et puis surtout, ça nous permet, en termes de compétences et de connaissances, d'avoir une vision très large de ce qui se passe sur le coût du travail dans différents pays. Quels sont les dispositifs qui existent? Pourquoi? Dans quel but ils le mettent en place? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des difficultés? Et finalement, ça enrichit notre savoir qu'on exploite par rapport à des législations locales, par rapport à des contextes locaux, mais ça nous permet aussi, en plus de développer des nouvelles pistes, des nouvelles idées, ça nous permet aussi d'être un partenaire pour des institutions patronales, pour des associations ou des fédérations professionnelles. Parce que justement, ça nous permet de les aider à anticiper quelles vont être les évolutions législatives, ou quel point il faut faire attention avec ces textes, ou ces nouvelles manières de fonctionner, ou des nouveaux outils. À titre d'exemple, l'année dernière, en Pologne, on a aidé l'une des plus grandes fédérations patronales à contrôler les évolutions que voulait mettre en place l'équivalent de l'ONSS, donc la ZUS là-bas, avec des nouveaux outils. Le risque, avant qu'on intervienne et que cette fédération comprenne, c'était que l'administration, elle, pouvait remonter à 5 ans, mais en revanche, les entreprises ne pouvaient que corriger les 2 dernières années. Donc, il y avait un véritable déséquilibre et un enjeu réellement financier important pour elles. Et donc, finalement, avec notre intervention, avec le poids de cette fédération, la ZUS, donc l'ONSS polonais, a accepté et a mis à jour ses doctrines administratives et ses outils. Et finalement, c'est totalement invisible dans le quotidien des entreprises, mais ça, c'est une des actions du groupe Fiabilis au niveau institutionnel. Donc, l'histoire, voilà, donc 8 pays désormais au niveau mondial. Et qu'est-ce qu'on en a retenu? En fait, au départ, Fiabilis était là pour optimiser, pour faire simple, optimiser les charges patronales. Voilà. Et puis finalement, on s'est aperçu que ce qui faisait la valeur et l'apport de Fiabilis, ce n'était pas forcément que d'optimiser les charges patronales, parce que finalement, quand on revient en arrière, on a développé le Chili. Au Chili, les charges patronales, c'est moins de 10%. Donc, si c'était que sur ça, on n'avait pas de business au Chili. En revanche, c'était de développer notre approche pour soutenir les entreprises, pour essayer d'améliorer et de sécuriser leur coût du travail et de le rendre vraiment récurrent. Et en fait, là où on apporte de la valeur, c'est sur des environnements où le coût du travail est important, où c'est complexe de gérer la législation, principalement de sécurité sociale, et où en plus, on a des outils, des interactions avec l'administration qui sont complexes et qui sont structurellement délicates à gérer pour les entreprises. Et donc, dans ce contexte-là, Fiabilis dégage de la valeur pour ses clients. Et donc, c'est ce qui nous amène directement à la Belgique, parce que coût du travail important, complexité, différentes législations, régionales, fédérales. On a tout ce qu'il faut en Belgique pour avoir de quoi creuser et apporter de la valeur. Donc, on l'a fait depuis un certain nombre d'années. En revanche, aujourd'hui, le but du jeu de cette présentation, c'est de se focaliser sur un ensemble de dispositifs, les dispenses de précompte. Pourquoi? Parce que, en fait, la Belgique, si on regarde ce graphique, on voit qu'effectivement, le coût salarial horaire est entre 8 et 10% supérieur en Belgique par rapport aux pays limitrophes. Alors pourquoi on fait ce focus sur les pays limitrophes? Pourquoi d'ailleurs toutes les institutions économiques en Belgique font ce comparatif avec ces pays limitrophes? Parce qu'en fait, l'essentiel de l'activité belge d'exportation est tournée vers ces pays-là. La Belgique est un grand pays exportateur, petit par la taille, mais grand pays exportateur en termes de valeur, mais souvent sa production s'intègre dans des chaînes de valeur plus larges. Et donc, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que toute cette production-là, elle est confrontée à, on ne va pas dire un plafond de verre, mais à une contrainte de prix très forte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le prix indéfiniment, puisque en face de nous, on a des produits qui peuvent être substituables, pas à court terme, mais qui peuvent l'être. Et donc, si nos coûts internes augmentent, il n'y a que 2 alternatives. Tous les journalistes économiques en ont beaucoup parlé au moment de la forte indexation salariale l'année dernière. C'est soit moins de marge, donc on obère nos capacités de développement et d'investissement sur le futur, soit effectivement des pertes de marché avec les risques aujourd'hui qu'on commence à apercevoir dans la presse économique avec des licenciements et des fermetures de sites. Et donc, cette évolution-là,
elle est largement liée à l'indexation automatique. L'idée n'est pas là de faire de la politique ou économique en disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est juste de constater ça. Et c'est juste de dire qu'un employeur en Belgique a une part très forte de son évolution du coût du travail qui n'est pas véritablement entre ses mains. Donc lui, à côté de ça, il doit travailler sur tous les dispositifs pour essayer de gérer au mieux et contrôler au mieux ce coût du travail. Et donc, en Belgique, quand je disais complexité, bah oui, on a un peu de complexité là sur la belle roue qu'on a mis. C'est peut-être même pas très visible pour vous, mais en fait, c'est tous les grands thèmes sur lesquels on peut travailler, on peut avoir des allègements du coût du travail en Belgique, par lesquels on peut espérer avoir des allègements du coût du travail. Et quand on regarde toujours la même comparaison, le même périmètre de comparaison de la Belgique par rapport aux pays limitrophes, en fait, le taux de subventionnement du coût du travail est entre 3 et 4 fois supérieur en Belgique par rapport aux 3 autres. Donc ça veut dire qu'on a un coût du travail qui est supérieur aux autres et qu'en plus, pour arriver à ce niveau-là, on a un subventionnement des différentes strates de l'État importante, beaucoup plus importante que dans les autres pays. Ce qui montre à quel point aujourd'hui, quand on parle de revoir les dispenses de précompte, souvent on focalise sur les chercheurs, donc l'innovation. Mais la réalité, c'est qu'il y en a d'autres qui ont encore plus d'impact économique, qui sont moins maîtrisés d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est des essentiels. C'est un prérequis quand on veut contrôler son coût du travail. Donc on ne peut pas revenir dessus. Et donc toutes les idées de revenir sur ce genre de dispositif, quand on les confronte à la réalité économique, on n'ira pas. On ne peut pas y aller. Et d'ailleurs, on voit dans l'évolution depuis le début des années 2000, les nouveaux thèmes qui sont apparus sur ces dispositifs de dispense de précompte, qui ont fortement augmenté en termes aussi d'impact sur le coût du travail et d'allocation aux entreprises. C'est un dispositif qui fonctionne hyper bien. Et dans tout ce qu'on voit à l'international, c'est l'un des plus efficaces. Alors, je ne dis pas plus efficace d'un point de vue macroéconomique, je dis efficace pour l'employeur. C'est-à-dire que c'est dans l'absolu très simple à appliquer. Et l'un des autres éléments fondamentaux, c'est de l'argent qui n'est pas restitué aux entreprises, c'est de l'argent qui ne sort pas de la poche des entreprises, mois après mois. Donc c'est en termes de structuration, de manière d'aborder et d'imaginer ce dispositif, avant le déjeuner, j'avais un échange avec certains d'entre vous qui disaient en Belgique, on est pragmatique, c'est une force de la Belgique. Ben, ce dispositif-là montre réellement ce pragmatisme. C'était très bien pensé. Mais la réalité aussi, c'est que ça a été mis en place et en fait, on n'a pas trop contrôlé ce genre de dispositif. Et donc, les budgets ont explosé. Et les budgets, aujourd'hui, on demande à l'État fédéral de contrôler ces budgets. Et tout l'enjeu est là, entre des entreprises qui en ont besoin, des dispositifs sur lesquels on fait planer des menaces, on va dire, plutôt politiques, mais pas réellement, on va dire, concrètes et réelles, et le poids économique que ça a, avec une application qui, parfois, était borderline, pour rester poli, par l'ensemble des acteurs économiques en Belgique. Donc, une fois qu'on a fait cette petite présentation, qu'on a posé le contexte, maintenant je vais laisser la parole à ma collègue Astrid, notre directrice senior,